Salut la machine, j'espère que tu es encore au top. Deuxième vidéo sur la structure du globe, l'apport des études sismologiques à la connaissance de celui-ci. Vous êtes prêts? C'est parti! Maintenant qu'on a confirmé la structure superficielle de la Terre, à savoir l'existence d'une lithosphère, on peut se demander comment les sismogrammes ont pu nous renseigner sur la partie plus profonde de la Terre. Revenons sur le séisme du Rhône de 1993 et intéressons-nous cette fois aux deux sismogrammes. Nous constatons dans un premier temps que les deux stations ne sont pas situées à la même distance de l'épicentre. Elles n'ont pas enregistré l'arrivée des ondes P et PMP au même moment. Nous avons ici des informations de temps et des informations de distance. Nous allons pouvoir tracer un graphique représentant les temps d'arrivée des différentes ondes en fonction de la distance à l'épicentre. Et pour ce faire, rien de plus simple. Reportons les distances et en reportant le temps. Ici, le séisme a eu lieu à 21h15 et 1 seconde. Les ondes P directes sont arrivées à la station SSB 9,663 secondes après, c'est-à-dire à environ 10 secondes. On va donc positionner notre sismogramme comme cela. Alors qu'à la station OG08, les ondes P directes sont arrivées 10,822 secondes après. Donc on montre l'arrivée des ondes P directes à 10,82 secondes après. Et nous obtenons deux points qui nous permettent de tracer une courbe qu'on appelle une odochrone. Ici l'odochrone des ondes P. On peut ainsi obtenir, en étudiant les sismogrammes, les odochrones de chacune des catégories d'ondes. En reliant donc les différentes heures d'arrivée d'une catégorie d'ondes pour différentes stations, on va pouvoir tracer les odochrones des ondes P, S et les ondes de surface. On remarque que pour les ondes L, l'odochrone est une droite, ce qui signifie que le temps d'arrivée des ondes est proportionnel à la distance des stations à l'épicentre. Les ondes n'ont pas rencontré de discontinuité, elles ont circulé dans la même roche. Ce sont bien des ondes de surface. Par contre, pour ces deux odochrones, il y a un temps d'arrivée qui augmente de manière non proportionnelle. Les ondes arrivent plus vite aux stations qui sont plus éloignées. Si elles arrivaient à la même vitesse, le point suivant serait ici, et non pas un peu plus bas sur le graphique. Cela signifie qu'elles ont subi une accélération sur une discontinuité, la discontinuité de Mohorovici. L'étude des odochrones révèle qu'à partir de 1150 km jusqu'à 14 000 km, il n'y a plus aucune onde qui est enregistrée par les stations sismiques. On va parler de zone d'ombre. On se pose la question, comment se fait-ce que dans toute cette zone ici, on ne récupère aucune onde provenant de ce séisme? On n'enregistre rien, les sismographes sont muets. Un sismographe là, il enregistre quelque chose. Un sismographe là, il enregistre. Un sismographe là, il enregistre rien. Donc là, on a un problème. Il y a quelque chose en profondeur qui empêche les ondes de passer. Et la seule explication qui est plausible, c'est l'existence d'un noyau qui va donc provoquer par réfraction une déviation des ondes. Et c'est ce qui explique une zone d'ombre ici. Si je prends un épicentre, mes ondes P et S, à partir du moment où elles restent dans le manteau, elles vont ressortir, hein, hop, hop, tout ça, mes ondes vont ressortir. Celles qui vont glisser sur le miroir avec le noyau vont ressortir. Par contre, à partir d'un certain angle d'incidence, on va avoir réfraction. Et la réfraction va faire que le ray sismique va être orienté de cette manière. Et c'est ce qui fait qu'ici, on ne reçoit jamais rien, car tous les rays, à partir d'une certaine incidence, vont être déviés plus loin. Voilà. Hop, je ne vais pas tous les faire. Donc ici, on n'a rien qui passe. Et cette zone d'ombre prouve l'existence d'un noyau. Voilà donc les explications qui ont permis de mettre en évidence la croûte, la lithosphère et la présence d'un noyau. Mais comment l'étude des ondes sismiques a-t-elle permis de définir la différence de comportement d'une seule et même roche au sein du manteau? Et une fois de plus, c'est l'étude de la variation de vitesse des ondes sismiques P qui a été utile. Alors si on étudie donc la vitesse de propagation des ondes sismiques P en km par seconde dans la Terre de 0 à 150 km de profondeur, on voit qu'à 7 km de profondeur, on a une variation brutale de la vitesse et ensuite la vitesse augmente légèrement pour ne pas dépasser les 8,5. Alors on est parti à 6,5 et brutalement à 7 km, on monte à 7,5. Ça veut dire qu'on a un changement de roche. Quand on change brutalement de vitesse, c'est qu'on a un changement de roche. En laboratoire, je vous rappelle, au début du siècle, ils ont testé plein de roches différentes et on connaît les vitesses de propagation dans les différentes catégories de roches. Et regardez, si on part à 6,5, 6,5 c'est du basalte. Donc, au niveau d'un océan de 0 à 7 km de profondeur, on a une couche constituée de basalte. À partir de 7 km de profondeur,
la vitesse va monter progressivement jusqu'à 8,3, 8,4. Si je reprends mon tableau, et bien regardez, on est dans de la péridotite. Mais voilà, vers 70 km de profondeur, ma courbe change, elle infléchit. Nous avons ici un changement de pente, ce qui veut dire que la vitesse des ondes diminue progressivement et pas brutalement, ce qui veut dire qu'on est toujours dans la même roche. Mais si la vitesse diminue, c'est que la roche est de plus en plus molle. On a donc ici une délimitation. On a donc ici une seule et même couche de roche, la péridotite. Mais attention, si la vitesse a pu augmenter ici, c'est que la roche est rigide. Et si la vitesse diminue ici, c'est que la roche est moins rigide. Et une roche qui n'est pas rigide, elle est dite ductile. On a donc bien notre croûte océanique constituée de basalte et de gabbro, une discontinuité, celle de Morovici, à 7 km de profondeur, et dessous, effectivement, une seule et même catégorie de roches, le manteau, mais ce manteau est divisé en deux parties, une partie rigide et une partie ductile. Cette partie rigide va fonctionner avec cette croûte océanique qui est rigide. On a donc un bloc constitué de deux couches qui fonctionnent ensemble, ils sont rigides, c'est la fameuse lithosphère. Et ce bloc rigide, lui, est en appui sur de la péridotite moins rigide qui va, elle, pouvoir se déformer. C'est la fameuse asténosphère. Lithos veut dire pierre, donc lithosphère, c'est la partie de la sphère terrestre qui est dure comme la pierre. Asténo veut dire mou, c'est donc la partie de la sphère terrestre qui est molle. On a donc bien ici un bloc rigide qui glisse sur un bloc mou, comme votre pied sur une plaquette de beurre ou sur une peau de banane si vous voulez. Alors vous allez me dire, oui mais là elle ne nous parle pas du petit bout là où on voit que la vitesse réaccélère. Oui, là effectivement on a une limite là où la vitesse réaccélère. On est toujours en fait dans la sténosphère. Les vitesses augmentent légèrement jusqu'à 670 km et ensuite la vitesse augmente brutalement. On est toujours dans de la péridotite. En fait, cette péridotite, elle est moins rigide ici, un tout petit peu plus ici, mais pas beaucoup. Elle est encore ductile. Mais vraiment, la couche glissante, même si tout ça, c'est de la péridotite moins rigide, vraiment la moins rigide, celle qui glisse le plus, elle est juste là. Elle est au sommet de la sténosphère. Donc, en fait, notre manteau supérieur, lui, se termine à 670 km. Donc, on a deux parties, le manteau asténosphérique, c'est-à-dire le manteau qui va être un peu mou, et le manteau lithosphérique qui est plus rigide. Alors, manteau supérieur, puisque là, après, on a le manteau inférieur, qui, lui, en fait, va être bien rigide, et c'est ce qu'on appelle la mésosphère. Si on continue l'étude des ondes sismiques, vous voyez qu'en fait, le diagramme là, celui-là qu'on vient de faire, c'est toute cette partie seulement là. C'est juste ça que je viens de vous montrer. Alors, vous voyez ce que je vous disais, dans le manteau inférieur, la vitesse, elle augmente de nouveau. Donc, on passe de nouveau dans quelque chose de dur. Et puis, hop, à un moment donné, paf, la vitesse chute. Donc, on repasse dans quelque chose de liquide. La vitesse ralentit brutalement, on change de matière. C'est liquide, c'est le noyau externe qui est constitué en fait de fer et de nickel. Et nous avons au milieu du noyau une variation. On va passer dans le fer et le nickel solide, on a une réaugmentation de la vitesse. Alors cette partie-là qui est toute molle, particulièrement molle au sommet de la sténosphère, c'est ce qu'on appelle la LVZ, la Low Velocity Zone. I speak very well English. Et il se trouve que cette Low Velocity Zone, elle correspond en fait à l'isotherme 1300 degrés. Donc là on est en surface, 0, enfin 0, c'est pas tout à fait 0 degré, hein, mais bon. Bref, la température augmente avec la profondeur. Et arrivé à 1300 degrés, d'un coup, la roche qui était rigide devient molle. Comment c'est-il que ça se fait qu'en passant à 1 degré, c'est devenu tout mou? Bah, je sais pas. C'est comme le sucre dans la casserole. Vous voulez faire du caramel. Vous prenez une casserole, mettez du sucre, vous allumez le gaz, vous attendez. Ça fond pas tout de suite. Puis après, à un moment donné, hop, vous comprenez pas ce qui se passe. Pof, ça y est, d'un coup, ça fond. Ça s'appelle le point de fusion. Alors, vous avez déjà peut-être vu ce genre de diagramme en physique-chimie. Vous avez ici ce qu'on appelle le diagramme de phase d'une roche. Vous avez l'évolution de la température et l'évolution de la profondeur. Alors parfois on n'a pas la profondeur, parfois on a la pression. Mais c'est kiff-kiff, hein. Quand vous descendez en profondeur, vous vous rajoutez de la pression au-dessus de la tronche. Bref, et bien une roche, si vous modifiez ses conditions de pression et de température,
vous allez forcément agiter les atomes dont elle est constituée. Il y arrivera un moment où vous allez casser les liaisons entre les atomes et votre roche qui était solide va devenir liquide. Admettons, je prends une roche ici qui se trouve à 20 km de profondeur à 400 degrés. Cette roche, parce qu'elle bouge, parce qu'elle se déplace à la surface de notre planète ou en profondeur, va avoir une modification des conditions de pression-température dans lesquelles elle était jusqu'à présent. Admettons qu'on la laisse à 20 km de profondeur, mais qu'on décide de lui mettre une bougie sous les fesses. Pouf, elle va chauffer. Il arrivera un moment donné, elle va changer suffisamment de température pour changer d'état. Alors, si on a eu la bonne idée de lui balancer de la flotte, hop, c'est ce qu'on appelle le solidus humide. Le solidus humide, c'est l'ensemble des conditions pression-température avec de l'eau qui font que la roche qui était solide commence à fondre. Maintenant, vous voyez que ce solidus humide, il est plus bas que le solidus sec. C'est-à-dire que cette même roche, si je ne lui donne pas d'eau et que je veux la faire fondre, il va falloir que je la monte plus en température, toujours à la même profondeur. Là, arrivé à plus de 1200 degrés, là seulement elle va fondre. Alors que si je lui avais mis de l'eau, elle aurait fondu à 1000 degrés. C'est le même principe que le caramel dans la casserole. Vous voulez faire du caramel. Normalement, un vrai caramel, ça se fait sans eau. On met les cristaux de sucre, on chauffe, on attend, ça fond. Mais sauf que c'est long. Quand on est pressé, on triche, on met un petit peu d'eau. Et l'eau va accélérer la fusion. Parce qu'en fait, ce n'est pas une histoire d'accélération, c'est qu'elle abaisse le point de fusion. C'est-à-dire que la température nécessaire pour fondre le sucre est plus basse quand il y a de l'eau. Donc forcément, on a moins besoin de chauffer la casserole. Forcément, ça fond plutôt dans votre casserole. Donc ici, vous avez le solidus sec, c'est-à-dire l'ensemble des conditions pression-température. Je vous rappelle, c'est une droite. Une droite, c'est une association de points. Et un point est une combinaison de deux données, température, pression. Si je prends une roche à 1400 degrés, d'accord, je la mets à une pression de 160, elle ne fond pas. Elle est à gauche du solidus, elle est dans les conditions solides. Je prends cette même roche, je la laisse à 1400 degrés, mais je la ramène en surface de la planète, je la mets à 20 km de profondeur, j'ai dépassé les conditions de pression-température qui font qu'elle n'est plus solide, mais elle commence à fondre, elle devient liquide. Alors, partiellement liquide, pas entièrement. Pour être entièrement liquide, il faut passer la courbe qu'on appelle le liquidus, c'est-à-dire l'ensemble des conditions pression-température qui font que la roche va entièrement devenir liquide. Vous avez du mal à comprendre? C'est très simple. Je vais vous donner un bon exemple. Là, c'est maman. Maman, elle est bien. Maman, elle décide de venir faire un petit tour dans votre chambre. Donc maman marche dans le couloir. Maman ouvre la porte. Et maman observe votre chambre. C'est le bordel. Elle a changé de condition, maman. Elle commence à péter un câble, elle rougit, elle commence à s'énerver là. Vous la sentez, votre maman qui s'énerve là? Donc maman, elle rentre, là, maman, là, péter, là, maman, elle s'énerve, là, elle commence à crier. Mais pour couronner le tout, maman a décidé d'aller regarder dans votre placard. Elle ouvre la porte du placard. Changement total de conditions. Vous avez tout planqué, la merde, les vieilles godasses qui puent, le vieux sandwich, le paquet de clopes et puis j'en passe d'autres trucs. C'est planqué dans le placard. La maman, elle se liquéfie. Maman, elle explose et elle vous explose la tronche. Vous avez pigé pour les changements d'état, les différences de pression, température? Oui, je pense que j'ai été claire. On va arrêter là. Ainsi, si on travaille sur la vitesse des ondes S et P en fonction de la profondeur, on va pouvoir, par l'étude des variations brutales ou lentes des vitesses, définir différentes limites, donc différentes couches. Si on travaille sur l'évolution de la densité, on s'aperçoit que plus on va en profondeur, plus la densité est élevée et les seuls éléments chimiques sur la Terre qui permettraient une densité aussi élevée, c'est le fer et le nickel. Voilà comment on a pu définir la nature de notre graine. Bref, vous aurez donc compris que la structure du globe terrestre peut être réalisée de deux manières différentes. Soit nous allons classer les différentes couches selon la nature des roches. Pour cela, nous avons à ce moment-là la croûte océanique et la croûte continentale, le manteau, le noyau. Soit nous allons classer les couches en fonction du comportement des roches. Un groupe rigide, ductile, rigide, liquide, solide.